Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre accueil à Saint-Lô. Euh, je suis enchanté d'être là et de vous présenter une expérience pédagogique au long cours dont je vais vous faire le récit en essayant de situer à la fois les questions, les stratégies qu'on a mis en place, le calendrier. Bref, vous parler de cette expérience avec un titre Changer le regard qui me servira de conclusion. Quelques éléments de chronologie. Puisque c'était la construction progressive en fait d'une articulation forte entre recherche et enseignement du projet d'architecture à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Pardon, j'arrive un peu vite. Je me présente, je suis donc enseignant dans cette école, architecte de formation, et j'enseigne avec Donato Severo depuis une bonne dizaine d'années. Et donc on a été contacté en juillet 2016 par François Crémieux, qui à l'époque dirigeait euh, les hôpitaux du nord de Paris de la PHP, donc, et qui, à l'issue de la présentation des PFE de l'année, où avec Donato, on avait fait un petit discours sur l'intérêt de la transformation de l'existant, et un intérêt qui est à la fois architectural, culturel, mais aussi social, économique et environnemental. Il était venu nous voir en nous disant qu'il avait un double problème, c'est qu'il allait fermer 2 sites hospitaliers, l'hôpital Beaujon à Clichy et l'hôpital Bichat à Paris, et que cette fermeture, il voulait l'anticiper, anticiper la reconversion de ces sites, puisqu'ils allaient fermer dans la perspective de l'ouverture du futur hôpital Nord, donc, dont Renzo Piano et M. Brunet, ici présents, ont gagné le concours. Et donc, il nous propose de réfléchir, de faire réfléchir nos étudiants en projet à cette reconversion de ces 2 sites importants. Donc, dès la rentrée 2016-2017, on met en place une équipe pédagogique et on engage nos étudiantes et nos étudiants à réfléchir là-dessus. L'équipe est essentiellement composée de Donato Severo, Marc Bénard et moi-même. 11 PFE sur ce sujet en juillet 2017, et puis le partenariat avec la PHP qui est lancé au même moment. Alors, plus d'une soixantaine de PFE sur les sites hospitaliers reconvertis ont été encadrés. En fait, j'ai fait le compte hier, c'est plus de 90 maintenant. Alors pourquoi c'est nous à qui il vient parler? Il y a ce petit discours donc, au moment des soutenances de PFE, et puis évidemment il y a Donato qui a déjà publié ces 2 ouvrages et qui est à l'ENSA PVS la personne la plus compétente pour parler de ces sujets hospitaliers. Donc ça, je ne reviens pas dessus. En décembre 2016, donc on signe la convention. En 2017, on continue cette transformation, enfin ce projet de transformation, mais on l'associe à un nouveau studio de projet pour essayer d'amplifier un peu cette présence étudiante. Et puis Olivier Perrier, qui est ici présent, commence à proposer un cours sur architecture et santé à nos étudiants. En janvier 2018, Lila Bono nous rejoint et elle s'inscrit en thèse de doctorat pour faire sa thèse donc, sur l'hôpital Beaujon, qu'elle a en partie présenté ce matin. Et puis, à la rentrée 2018-2019, nous élargissons les sujets proposés aux étudiants à l'hôpital Poincaré de Garches. En octobre 2018, nous répondons à un appel à projet du ministère de la Culture dans le cadre du programme interministériel de recherche qui s'appelle Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle. C'est piloté par Donato et l'idée, après les premières sessions qui étaient essentiellement focalisées sur la question du logement, c'est de s'occuper des équipements et dans ce cas des équipements hospitaliers. Il y a une assez importante équipe qui est formée avec beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui. En 2019, on organise un colloque international à l'école sur ce sujet de la reconversion, avec une petite exposition qui fait déjà un pré-bilan de 3 ans de production estudiantine. Voilà les affiches à la fois du colloque et puis de l'exposition. Et puis voilà l'exposition dans le hall de l'école d'architecture. On édite à cette occasion des cartes postales pour diffuser. Ça a l'air complètement marginal par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui, mais on a vu beaucoup de cartes postales dans plein d'exposés qui rendaient compte de l'état initial des projets. Et on a voulu imprimer des cartes postales de l'état d'origine de Beaujon. Là, c'est chantier, et puis là, c'est aussi le chantier.
En 2020 est fondée la chaire Archidessa, donc, dont Donato s'occupe activement depuis, qui nous a permis d'échanger avec des personnalités reconnues du monde de l'architecture. Voilà. Et puis, ça, c'est la page du site internet pour ceux que ça intéresse. En 2021, on rend cette recherche, et puis, la même année, à peu près au même moment, Lila soutient sa thèse de doctorat. Parce que l'idée, très vite, on se rend compte qu'on ne peut pas simplement laisser les étudiants partir en projet, qu'on a besoin de compétences et de connaissances sur tous ces sujets-là. Et l'arrivée de Lila, l'arrivée d'Olivier, l'inscription dans une recherche financée par le ministère de la Culture permet de commencer à solidifier une connaissance élargie en fait, sur tous ces sujets liés à la reconversion. À la rentrée 2022-2023, on élargit à de nouveaux sujets, donc l'hôpital Jean Verdier à Bondy, l'hôpital Roger Prévost à Moisselles, nouveau partenariat avec le CAGE de Nanterre, dont je salue la directrice qui est parmi nous, et puis première publication importante, les actes du colloque international de 2019, et puis la thèse de Lila. Donc je suis venu avec quelques couvertures d'ouvrages qui étaient en vente tout à l'heure à midi et que je conseille à tous de lire et d'acheter. Et puis, en 2023-2024, on a encore ajouté une nouvelle aire hospitalière à la disposition des étudiants. Et puis, le séminaire de recherche auquel on contribue aussi s'engage de plus en plus dans ce travail en parallèle du projet. Voilà une soutenance de PFE. Et voilà l'équipe des PFE d'il y a 2 ans sur le toit de Saint-Sulpice. Voilà l'équipe enseignante. Il n'y a pas tout le monde, mais là, il y a les principaux protagonistes de toute cette aventure qui combinent, donc vous l'avez compris, à la fois enseignement de projet, cours magistraux et puis séminaires de recherche. Voilà l'ensemble des enseignants qui ont participé par année. Et puis, je vais faire un petit tour des sites hospitaliers qu'on a proposés pour essayer de les présenter rapidement. Ils sont tous en région parisienne, en Île-de-France, donc accessibles. Ce à quoi on croit, c'est à la fréquentation régulière des sites hospitaliers, c'est-à-dire c'est par cette fréquentation régulière qu'on arrive à appréhender des situations extrêmement complexes. Le premier, c'est Beaujon, donc à Clichy, en lisière de Paris. Lila en a beaucoup parlé, donc je passe très vite, avec quelques images aériennes, une carte postale, une autre carte postale. Bichat, alors évidemment, Beaujon, c'est le premier hôpital vertical en France. Et ce qui est étonnant, c'est que évidemment, Bichat, c'est le dernier. Le voici ici, un palimpseste. Contrairement à Beaujon, on peut dire qu'en 1935, l'essentiel du bâti est construit et que ce qui va être ajouté postérieurement n'a pas la force de modifier de manière radicale l'organisation de la parcelle. Bichat, c'est une autre affaire. C'est vraiment des phases de construction extrêmement éloignées dans le temps qui fabriquent une sorte de palimpseste d'opérations très différentes, avec un hôpital pavillonnaire et puis derrière la tour de Bichat d'hospitalisation. Et sur la droite, est-ce que la clé, ouais, ça marche. Là, vous avez l'UFR, Bichat, la tour d'hospitalisation, et puis là, vous avez encore Bichat, et puis ça va jusque-là. Voilà. Voilà la tour. L'autre, c'est Garches, Poincaré, donc un hôpital pavillonnaire construit exactement au même moment que, en tout cas pour toute cette partie-là, que Beaujon, avec à nouveau des cartes postales qui permettent de retrouver l'état d'origine. Là, on arrive à Jean Verdier, on est dans les années 70, on est le long du canal de l'Ourcq, une opération vraiment branchée parallèlement au canal de l'Ourcq, qui est complètement adossée en fait à cette infrastructure et qui tourne le dos presque au reste du quartier. Un site sur plusieurs parcelles et un bâtiment des années 70, donc construit par Henri Colboc. L'hôpital Fernand Vidal, là, c'est une situation urbaine très dense, puisqu'on est entre la gare du Nord et la gare de l'Est. La parcelle est traversante, un bâtiment du début du 19e siècle.
avec 2 cours intérieures, une cour minérale et puis une cour arborée. Et puis on termine avec le centre hospitalier Roger Prévost à Moisselles. Là, c'est à nouveau un hôpital pavillonnaire, mais on est en lisière des champs, presque dans le monde rural, et donc avec une connexion à la fois sur un bourg assez peu dense de ce côté-là, et de l'autre côté, une grande ouverture sur des champs très, très ouverts, quoi. Et avec une dimension paysagère assez fantastique, puisque pareil, plusieurs phases de construction. Celle-là, c'est les années 70. La première phase, c'est les années 30, et puis là, c'est les années 70. Et donc, en même temps que les années 70, un très gros travail de paysagement. Voilà. Alors, nous, on est très attachés à la question du concret, c'est-à-dire une pédagogie du concret, une pédagogie qui est fondée sur l'in situ, c'est-à-dire la fréquentation, comme je le disais, des lieux, une pédagogie qui est attentive à reconstituer, restituer une histoire, une mémoire de ces sites hospitaliers. Et elle se fait essentiellement aujourd'hui par les archives, puisqu'il y a très peu de publications sur la plupart de ces aires hospitalières. Une attention à la parole usagère. On encourage les étudiants à rencontrer les personnes qui travaillent sur ces sites, qui en profitent comme visiteurs ou comme patients. Et puis, on accompagne toute cette pédagogie de contenus divers, et on a eu donc l'occasion d'inviter beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui à venir parler à nos étudiants. Donc quelques images pour raconter cette rencontre avec les sites et avec les étudiants. Donc là, c'est la première visite de Beaujon. Là, on est à Beaujon aussi, dans des situations où personne ne va pratiquement, c'est-à-dire qu'on arrive à se faire accompagner dans des lieux qui ne sont pas fréquentés ni par les patients ni par les médecins, et qui sont des lieux tout à fait magnifiques pour prendre la mesure de la métropole ou pour être dans des situations assez heureuses sur le plan architectural. On visite les chantiers de transformation de ces hôpitaux. On est accompagné par des personnalités qui sont souvent des gestionnaires des sites et qui ont des préoccupations qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles des médecins ou que celles des usagers, et qui sont tout à fait intéressants. Et ce qui est assez passionnant, moi je trouve, depuis le temps qu'on fait ça, vous avez compris, depuis 2016, c'est qu'on a une sorte de superposition de millefeuilles de paroles, et de paroles qui disent évidemment pas toutes la même chose. C'est plutôt une sorte de récit polyglotte maintenant qu'on commence à avoir sur l'ensemble de ces sites. Ici avec quelqu'un qui a compté beaucoup pour nous, qui est Olivier Villain, qui est parti maintenant à la retraite, et qu'on retrouve ici, toujours à Bichat. Voilà, là on est à l'UFR de Bichat, juste à côté, dans un amphi de l'UFR. Là on est à Garches, donc c'est pavillonnaire, 1935. Dans les sous-sols dont parlait Lila tout à l'heure pour Reims, mais là on est vraiment dans des endroits où personne ne va. Donc, enfin, pratiquement personne ne va, à part les gestionnaires du site. Voilà l'ensemble des personnes qui nous ont fait le plaisir de nous accompagner dans ces visites et qui nous ont apporté beaucoup. Le deuxième point, c'est évidemment le travail en archives. Donc on a la chance, grâce à cet accord avec la PHP, de pouvoir profiter des archives de la PHP, qui sont très importantes et qui documentent, entre autres, parce que évidemment les archives sont aussi des archives médicales, administratives, etc., mais qui documentent beaucoup les sites architecturaux, avec des plans, des documents majeurs, souvent inédits. Et ça a permis de reconstituer l'histoire des lieux, et par exemple de trouver sur Bichat cette image de la première maquette qui n'a jamais été réalisée comme ça, puisqu'on a réalisé que à peu près la moitié de l'image de gauche, tout le côté droit n'a pas été réalisé. Et ça donne à comprendre pourquoi le bâtiment aujourd'hui est si proche et de manière si brutale avec les bâtiments pavillonnaires antérieurs. Ou, évidemment, toutes les images de chantier qui permettent de comprendre et de reconstituer la manière dont les édifices ont été construits très concrètement, ce qui n'est pas toujours facile une fois qu'on a toutes les couches de façade à retrouver. Et donc là, à nouveau, Bichat. Parmi les apports, on a eu la chance de faire des visites de sites hospitaliers en construction, en rénovation. Ici, j'en ai amené une, qui est celle qu'on a fait avec Groupe 6 il y a 2 ans, du chantier de réhabilitation et d'extension du bâtiment Castaigne de la Pitié-Salpêtrière. Et ce sont toujours des moments tout à fait heureux et intéressants pour les étudiants.
On a distribué des ouvrages à lire, des articles. Les étudiants qui viennent d'arriver avec nous, il faut que vous vous prépariez à lire des textes. Et puis, on organise évidemment des conférences, des moments publics avec des personnalités intéressées par ces questions de transformation de l'existant. Et là, je n'ai pas mis d'intervenants strictement hospitaliers, mais c'est vraiment notre domaine d'étude s'appelle Transformer l'existant. Et donc, on est vraiment dans cette compréhension de l'existant avant la transformation. Alors, pour une pédagogie aussi du travail quotidien, l'idée, ce n'est pas de lancer les étudiants dans le travail et puis de les voir de temps en temps pour voir où ils en sont et comment ils se débrouillent sur le plan méthodologique, mais c'est plutôt de les accompagner avec des exercices qui sont pratiquement hebdomadaires, en tout cas qui sont réguliers et qui sont progressifs et qui permettent de passer progressivement d'une compréhension, je dirais, de la situation urbaine jusqu'à la mise au point du détail. Donc on a, au fur et à mesure des années, imaginé des exercices qui sont assez nombreux. J'en ai apporté quelques-uns qui sont documentés là, donc du manifeste introspectif à diverses manipulations formelles, et puis ça continue là. J'ai quelques images pour illustrer cette entrée, par exemple la question de la carte relationnelle. Comment faire qu'une aire hospitalière, qui est généralement une aire fermée sur elle-même, qui est presque un paquebot dont on parlait juste précédemment, qui va changer de destination, qui va être réinséré dans le tissu urbain, trouve des points d'appui pour son développement dans son contexte proche, et ben, peut-être que faire cette carte relationnelle permet de commencer à tisser des liens possibles. La question de la densification ou de la démolition se pose pratiquement à chaque situation. Et donc, on fait un exercice de manipulation formelle qui est un exercice presque caricatural où on dit aux étudiants de densifier au maximum ou aux étudiants de démolir au maximum. C'est-à-dire, si on démolit plus, on perd complètement la compréhension du site. Et on fait donc ces opérations de manipulation formelle qui permettent de cerner un petit peu ce qui est vraiment essentiel dans l'édifice. On a un exercice de fragment structurel projet. Donc là, c'est un diplôme de 2022 où on focalise vraiment et on descend dans l'échelle suffisamment de manière précise pour raconter comment ça tient et comment c'est construit. On a des exercices de manipulation formelle sur la question de la morphologie globale de l'édifice. Donc là, ce n'est pas un site hospitalier, mais c'est tout à fait, je trouve, parlant de voir ces diverses maquettes qu'avait réalisées Noé Dijoux pour la tour de l'INSEE, qui a depuis été, comme vous le savez, peut-être détruite. On encourage les étudiants à faire des documents spatials, un document spatial conceptuel, c'est-à-dire c'est pas vraiment une maquette, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça dit l'esprit du projet. Ici, la reconversion du CHU de Nantes de Lucie Dôme et Bénédicte Chevalier qui sont pas loin dans la salle. Et puis aussi l'idée de faire un document graphique majeur. Ici, l'élévation de la façade Bichat de Laetitia Huard de 2022, qui a été un document autour duquel on a beaucoup discuté le long de la soutenance. Et il y a évidemment, j'ai arrivé à presque une vingtaine d'exercices types depuis 8 ans. On change d'une année sur l'autre, etc. La question de la transformation de l'existant peut se poser en utilisant tous ces termes qui sont chacun spécifiques, mais qui racontent un état d'esprit, c'est-à-dire l'esprit dans lequel on essaie de faire travailler les étudiants, avec cet attachement à penser la situation dans laquelle on est, la situation contemporaine liée au changement climatique, et cette citation de Ruth Lang qui permet de situer aussi la question sur ce plan-là. Je ne vous la lis pas, vous allez la lire pendant que je reprends mon souffle. Voilà la liste des PFE qui ont été soutenus. Vous avez donc les six hôpitaux ou aires hospitalières sur lesquels on a travaillé. Aujourd'hui, 90 PFE sur ce sujet, 101 étudiantes et étudiants mobilisés, 4 qui sont encore en cours, sur lesquels on fait travailler, 3 qui sont en cours sur lesquels on fait encore travailler les étudiants. Et puis, il y a un certain nombre de sujets libres de temps en temps. Il y a une étudiante ou un étudiant qui arrive avec un sujet hospitalier. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion précaire et un peu sommaire de ces 8 ans de travail? C'est qu'il y a des spécificités liées à ces terrains et des questions qui sont absolument récurrentes sur l'ensemble des sites hospitaliers. La première, c'est qu'il y a un changement du regard qui s'opère.
un changement du regard à la fois chez les étudiants, chez nous-mêmes, évidemment, enseignants, et puis surtout chez nos commanditaires de la PHP ou du cache. C'est-à-dire que l'effacement progressif des qualités initiales des réalisations par la transformation, l'isolement, la résolution des questions d'accessibilité, la mise aux normes régulièrement de ces espaces et de ces lieux, aux normes diverses et variées, mais notamment les normes de santé, fait qu'on ne reconnaît plus l'édifice sur lequel on travaille, on ne reconnaît plus l'édifice original et l'état initial du projet sur lequel on travaille. Et cette redécouverte en fait, des qualités initiales, elle est permise grâce en particulier au travail en archives et au redessin. Alors, quelques images pour exprimer cet effacement des qualités initiales du projet. Lila en a parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas insister, mais on voit bien à Beaujon tout ce qu'on a pu perdre en installant ces escaliers de secours extérieurs au droit des peignes, juste à l'endroit où il y avait ces balcons qui étaient ces lieux assez heureux pour aller prendre le soleil. Mais à l'intérieur, l'image de gauche, vous l'avez déjà vue, mais l'image de droite, je ne crois pas que vous l'ayez encore vue. C'est pratiquement le même couloir à Beaujon, avec évidemment un plafond qui a été abaissé, toutes les transparences qui ont été supprimées, et un travail sur la polychromie que je n'ose pas dire, mais je vais le dire, qui est assez indigent par rapport, évidemment, au projet initial. Alors comment imaginer, quand on arrive dans un lieu comme ça, que ça a été l'image de gauche, alors qu'on voit l'image de droite? Un autre exemple, c'est évidemment tout le travail de Jean Verdier avec tout ce système de brise-soleil et de façade épaisse du projet de Kolbok, complètement effacé par une isolation INETE, une isolation thermique par l'extérieur, réalisée il y a quelques années, puisque c'était il y a 3 ou 4 ans. La deuxième idée qui traverse un peu tout ce travail depuis 8 ans, c'est que c'est impossible à maîtriser. Beaujon, c'est 90 000 m², Bichat, c'est presque 200 000. Les situations sont si vastes, si complexes, si chargées émotionnellement, historiquement, avec de telles questions sur les valeurs et la mémoire, que c'est impossible à maîtriser pour un étudiant, même en 1 an. Et donc, c'est la nécessité et l'intérêt du travail collectif qui commence à primer, avec tout un tas d'exercices de partage des connaissances. Et aussi, on pousse les étudiants à essayer de faire des interventions ou des projets qui soient complémentaires. Et aussi, oui, le dernier point, c'est la caractérisation des stratégies de transformation. Plutôt que d'engager tous les étudiants à être dans une espèce d'eau tiède, on transforme l'hôpital dans un bout de ville un petit peu commun, où il y aura tous les services qu'on peut trouver dans la ville, je dirais, habituelle. Dès qu'on a un étudiant qui essaie de caractériser un peu son programme, puisque je ne l'ai peut-être pas dit, mais chaque étudiant doit construire son programme de transformation, de reconversion. Dès qu'on sent qu'il y a un programme qui est un peu spécifique, on le pousse à être à fond dans ce programme, quitte à être un peu caricatural, parce que l'idée, c'est de tester aussi la résistance du bâti pour voir jusqu'à où il peut accepter ce programme de reconversion. Quelles nouvelles limites? Ça, c'est ce que j'ai un peu commencé à dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on avait la plupart du temps des enceintes closes, très très closes. Et qu'est-ce qui se passe quand on retourne les choses comme un gant et qu'on essaie d'ouvrir ces sites dont la nature a été d'être fermée à la ville et qu'on essaie de les réouvrir sur la ville? Et comment on peut garder la mémoire de cette fermeture dans cette nouvelle ouverture? Et puis le dernier point, c'est la dimension publique et l'ouverture programmatique. C'est-à-dire que ce sont des lieux qui sont tellement chargés pour la société dans laquelle on est, pour les habitants, pour le quartier, que l'exigence, c'est d'essayer d'inventer un programme qui est à la hauteur en fait, de ce programme initial hospitalier, qui est un programme de soins, de santé publique très important. Et là, je dois dire qu'il y a eu un avant et un après pandémie de Covid-19. Est-ce qu'on revient vers comment dire, quelque chose de plus habituel? Mais disons que pendant les 2, 3, 4 ans après le Covid, il y avait vraiment une exigence chez les étudiants de trouver un programme à la hauteur de l'histoire hospitalière des sites. Et donc, je suis venu avec juste le message de soutien qu'on avait envoyé au personnel de la PHP quand, au moment du Covid, pratiquement on n'arrivait plus à les joindre pendant presque 6 mois. C'était impossible, ils ne nous répondaient plus. Et on était très inquiets, donc on leur a envoyé ce petit message. Je vous remercie.